Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui font l'actualité. Le thème de ce soir, l'autonomie et la dépendance. En 2030, le nombre de personnes en perte d'autonomie en France atteindra 1,6 million. En 2060, ce sera 2,45 millions. Une perte d'autonomie qui concerne notamment les personnes âgées. Pour les Yvelines, selon une étude de l'INSEE, d'ici 2050, le nombre d'habitants âgés de 75 ans et plus pourrait atteindre près de 200 000. Une population susceptible donc de perdre de l'autonomie. Et c'est donc le thème de notre soirée. Comment favoriser cette autonomie le plus longtemps possible? Cette semaine encore, 3 invités sont avec nous pour échanger sur ce sujet. Anne Backland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet de santé publique à l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines. Priscilla Lopez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice d'Odavi, une plateforme d'accès aux services de maintien à domicile. Et est en visio avec nous, Carole Poméon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du développement de l'association Habitat et Humanisme. Alors la sécurité sociale va se doter d'une 5e branche, celle de l'autonomie. C'est ce qu'a voté l'Assemblée nationale en juin dernier. 1 milliard d'euros serait attribué pour financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées dans le budget de la sécurité sociale pour 2021. Nicolas Dandry a rencontré Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'autonomie. L'autonomie, c'est tout ce qu'on peut mettre en place dans les politiques publiques, politiques locales, pour faire en sorte que les personnes puissent agir selon leurs choix, malgré une perte d'autonomie parfois, un handicap ou un accident de la vie, faire en sorte que la vie s'acclimate plutôt à la personne que l'inverse. Pour moi, c'est ça l'autonomie, c'est pouvoir être guidé par vos propres choix, quelle que soit la situation. La dépendance, c'est évidemment le moment où cette autonomie est perdue, voire parfois définitivement. Et là, pour le coup, il faut aussi qu'on ait les structures adaptées pour accompagner cette dépendance, faire en sorte que les choses viennent à vous et pas l'inverse. Aujourd'hui, on est dans un virage démographique très important et nous devons tous avoir à l'esprit que ce n'est pas un problème qui va arriver dans 20 ou 30 ans, mais bien dans 10 ans et à peine 10 ans, même dans 5 ans, on aura énormément besoin d'avoir réfléchi bien en amont pour accueillir toutes les personnes âgées de 75 à 85 ans qui arrivent là inéluctablement. Donc il faut qu'on adapte à la fois le domicile pour que les personnes puissent rester chez elles aussi longtemps que possible, qu'on puisse aussi réfléchir à des dispositifs comme on a vu aujourd'hui, d'habitat partagé, de colocation, qui ne sont pas des solutions uniques. Il y a énormément de solutions diverses et variées pour faire en sorte que les personnes donc restent à domicile. Ensuite, faire en sorte que les établissements qui accueillent des personnes plus dépendantes, parce que la vie a fait qu'elles sont plus dépendantes aujourd'hui, eh bien, soient mieux armés pour le faire, plus ouverts aussi vers l'extérieur, faire en sorte que tout ça s'articule et ne soit pas cloisonné. Ça demande aussi une réflexion des collectivités locales elles-mêmes, parce qu'il faut qu'elles réfléchissent au fait que ces personnes doivent être intégrées dans leur centre-ville, dans leur centre-bourg, pour que tout ça s'articule bien et que les personnes gardent leur place jusqu'au bout dans la société. On ne part pas d'une feuille blanche, comme vous le savez, on part de rapports divers et de travail parlementaire aussi depuis 2 ans. Nous nous sommes attelés bien sûr à la tâche dès le départ. Aujourd'hui, on est quasiment dans l'opérationnel d'une dernière concertation qu'on doit avoir entre financeurs et puis aussi pour ne pas avoir une idée plaquée, mais une idée co-construite maintenant de ce qu'on peut faire de cette belle loi autonomie qui ne doit pas être réduite seulement à trouver des dispositifs différents. Mais on doit travailler à la fois sur les métiers, sur l'habitat, comme vous l'avez vu, sur toute l'approche domiciliaire, sur les établissements qui doivent se reconvertir un peu, et puis aussi sur la personne, parce qu'on parle peu souvent de la personne qui doit redevenir le centre du dispositif. Anne Backland, le vieillissement de la population est effectif sur tout le territoire français et c'est une problématique qu'on voit aussi à Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 9000 Saint-Quentinois ont 75 ans et plus. C'est toujours des chiffres d'actualité. Oui, alors l'IPS, l'Institut de promotion de la santé, qui est donc le service santé de Saint-Quentin-en-Yvelines, mène effectivement une mission d'observation de l'état sociodémographique et sanitaire de la population. Et donc, on peut relever effectivement une hausse de l'indice de vieillissement sur à peu près toutes les communes, même si le territoire reste moins marqué par le vieillissement que le département ou la région. Mais ça a aussi une tendance
a augmenté. Voilà, les gens ça sont augmente. installés et restent. Ça augmente. Alors, les gens, effectivement, enfin, les populations qui sont venues s'installer dans les années 70 et qui ont trouvé une qualité de vie sur Saint-Quentin, ils sont restés, ont vieilli sur le territoire. Maintenant, un territoire, il est aussi... il y a des indicateurs qui permettent de relever qu'un territoire reste jeune par l'apport de populations plus jeunes. Mais une augmentation de la population, de l'âge de la population est de toute façon un indicateur qui est d'actualité à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et justement, cette veille de santé publique, ça vous permet d'imaginer les politiques de demain à mettre en place? Alors, la veille de santé publique, à travers différents outils, comme le tableau de bord santé, par exemple, qui est en cours d'actualisation actuellement, permet de relever qu'il y a des fragilités, notamment, par exemple, pour les problématiques qui sont liées au vieillissement, comme les affections de longue durée, qui sont des affections qui nécessitent un traitement prolongé et coûteux. Ce sont des caractéristiques qui sont assez prégnantes sur le territoire, avec des disparités entre les communes et quelquefois même dans les communes, au sein, entre les quartiers, au sein des communes. Donc on a effectivement des prévalences en termes de maladies chroniques, en termes de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers également, avec des prévalences qui sont plus importantes à Saint-Quentin que dans le département. Priscilla Lopez, vous lancez en 2015 Odavi, une plateforme de mise en relation qui facilite le maintien à domicile. Est-ce que ça devient vraiment une problématique? Est-ce qu'aujourd'hui on cherche à ce que les gens restent le plus longtemps chez soi, chez eux, pardon. Oui. C'est compliqué. Les témoignages d'aidants, de personnes âgées, personnes handicapées, c'est compliqué. C'est le parcours du combattant, je ne sais pas à qui m'adresser. Et c'est pourquoi Odavi a souhaité donc accompagner les personnes âgées et surtout les aidants familiaux à trouver les bons services d'aide à domicile et à apporter une visibilité sur les différentes solutions qui s'offrent à eux. Et on a fait le pari de pouvoir les accompagner à travers les intercommunalités, les communes, les hôpitaux, parce que la relation humaine reste importante. Vous le disiez, c'est compliqué, ça peut être long. C'est une question que nous, on a posée à nos téléspectateurs. Chaque semaine, on fait un sondage. Cette semaine, la question, c'était « Hésitez-vous à placer un proche dans un établissement spécialisé ?» Et c'est le oui qui requiert le plus de suffrages. J'imagine que ça ne vous étonne pas, Priscilla Lopez. Non, effectivement, c'est vraiment une volonté que de vouloir rester à domicile. Mais encore faut-il pouvoir coordonner l'ensemble des solutions et pouvoir trouver aussi les aides financières qui vont de pair avec ces solutions. Alors on va le voir tout au long de cette émission, il y a de nombreuses solutions qui sont mises en place pour limiter au maximum le placement d'un proche. Carole Poméon, chez Habitat et Humanisme, on travaille sur le logement collectif, sur l'habitat inclusif, un habitat qui vous a donné des résultats auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas. Le lien social ralentit la dépendance. Tout à fait. Nous sommes une association d'insertion par le logement. Donc, en fait, on a beaucoup travaillé sur la question de l'isolement en développant des habitats collectifs comme les pensions de famille. Face à la montée du vieillissement et aussi la situation des familles monoparentales qui sont dans des situations d'isolement importantes, on a depuis 10 ans développé ce qu'on appelle des habitats intergénérationnels qui logent des publics d'âge différents, donc des personnes âgées, des familles monoparentales et des jeunes en insertion. Et en fait, à travers ce travail qui était un travail de lutte contre l'isolement et de solidarité pour les plus pauvres, je me suis rendu compte en assistant à différents séminaires des agences régionales de santé qu'on était un véritable acteur de la santé publique, car dans les déterminants de santé, la question du lien social, du sentiment d'utilité, du cadre de vie, de l'insertion dans son quartier contribue fortement à prévenir la perte d'autonomie. Donc, on est heureux de participer aussi à cette politique de santé publique qu'on va essayer d'approfondir, notamment puisque effectivement, vous indiquiez que la présence de services à proximité des personnes contribue aussi à les rassurer et contribue aussi à prévenir la perte d'autonomie. Donc l'expérience d'Odavi
est tout à fait intéressante et nous souhaitons, nous aussi, être le ferment de la mise en place de ces plateformes dans les différents départements de France. Est-ce que aussi le fait, vous parliez des maisons intergénérationnelles, il y en a une à Jouer en Josas, le fait d'être avec des plus jeunes qui seront peut-être plus attentifs d'un déclin de santé fait que les gens sont peut-être pris plus tôt si on ne parle que de l'aspect santé. Oui, et ce qui se passe, c'est que dans ces habitats, donc chacun a un logement individuel. On peut avoir aussi quelques colocations, mais c'est plutôt du logement privatif. Et surtout, on a des espaces communs partagés dans tous nos immeubles où des animations sont organisées par des bénévoles. Et depuis qu'existe le forfait habitat inclusif, on va aussi pouvoir renforcer une présence salariée qui organise des animations, fait vivre la maison. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des liens qu'on ne maîtrise pas, qui se créent entre les locataires et une espèce de veille sociale qui s'instaure et qui permet aux personnes âgées d'être rassurées. C'est-à-dire que si la personne âgée ne descend pas dans les espaces communs, il y a quelqu'un qui va s'inquiéter de savoir comment elle va, etc. Donc il y a des liens presque fraternels qui peuvent se nouer entre les uns et les autres et qui sont très rassurants. Ça recrée un esprit un peu de village, voire certains parlent même d'un esprit de famille. Voilà. Et puis après, en termes de stimulation pour les personnes âgées, c'est des maisons où il y a des enfants, des jeunes, donc il y a aussi la question de l'accès au numérique, où les uns et les autres peuvent s'entraider. Il y a la question de la nutrition aussi. On sait que dans la question de la perte d'autonomie, il y a ce sujet-là qui se pose pour des personnes âgées isolées qui finissent par mal se nourrir. Et ben dans ces maisons, l'espace commun, autant vous dire qu'en général, c'est une grande cuisine collective et c'est l'occasion de partager aussi des repas tous ensemble, voilà. Anne Bacland, sur 50 ans de Yvelines, il y a aussi des structures. Je pense notamment au Mérenté qui pilote et qui fait beaucoup de projets. Alors, le Mérentais, effectivement, c'est le site qui va réunir une offre de services globale et variée pour répondre aux besoins des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, on va y trouver, au Davy, bien sûr, on va y trouver également des accueils de jour pour personnes en situation de handicap vieillissante ou atteintes d'une pathologie cognitive telle qu'Alzheimer. On va avoir également sur place le service de soins infirmiers à domicile qui va réaliser au domicile des personnes en perte d'autonomie des soins de confort et d'hygiène. On va également y trouver une équipe spécialisée Alzheimer qui va au domicile, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va au domicile soutenir les personnes atteintes de cette maladie ou d'une maladie apparentée. Et puis, on a un centre de formation également qui va, lui, former des futurs accompagnateurs professionnels de santé. Et puis, j'ai peut-être oublié une structure, un service d'aide à domicile sur place également. Donc, on a là une offre vraiment globale et réfléchie pour soutenir à la fois les personnes qui sont en perte d'autonomie, mais également leurs aidants. J'imagine que ça aide aussi, quand tout est rassemblé, à ce que ça communique pour pouvoir amener vers les meilleurs services et que certains cinquantinois ne se retrouvent pas enfermés un peu chez eux. Bien sûr, même si ces services ont des missions, des rôles un peu différents, le fait d'être rassemblés au sein d'une même structure, ça favorise bien sûr la coordination, ça favorise les transmissions d'informations, parce que quelquefois il peut y avoir des personnes qui sont suivies par différents dispositifs, et donc cette coordination est favorisée par le fait d'être réunis au même endroit. Priscilla Lopez, je voudrais rebondir sur plusieurs choses qui ont déjà été dites, parce que vous êtes une plateforme, mais au Mérentais, vous proposez aussi des ateliers, des conférences autour du bien vieillir. Il y avait l'idée de l'alimentation, l'idée du sport, de marcher. Ça dépasse les simples services, en fait. Oui, tout à fait. En fait, on va proposer un certain nombre d'ateliers, de conférences sur des thématiques mensuelles, voilà, sur les différents thèmes qu'on a pu évoquer. On est aussi en cours de conception d'un escape game qui va permettre de
présenter l'intérêt des aides techniques, d'une évolution du logement pour qu'il soit plus sécurisé, qu'il soit plus confortable. L'intérêt aussi de recourir par exemple à une ergothérapeute qui va pouvoir donner des astuces et conseils très pratico-pratiques pour améliorer le quotidien donc, des personnes âgées, personnes handicapées. Est-ce que parmi les solutions, on est en 2020, maintenant la technologie, on la vit, elle est avec nous tous les jours. Est-ce que la domotique peut amener à rester plus longtemps chez soi? Et c'est sûr, la domotique apporte beaucoup une meilleure sécurité à domicile. On peut par exemple vérifier si le frigo a été ouvert aujourd'hui. S'il n'a pas été ouvert, c'est un signal d'alerte. Donc voilà, en fait, on peut vraiment assurer en complémentarité de services d'aide à domicile, de solutions techniques, de domotique, une offre qui permette de rester chez soi plus longtemps. Mais alors, on parle de personnes dépendantes, ce sont souvent des personnes âgées. Est-ce que justement, la domotique ne les effraie pas? Se dire, je ne sais pas comment ça marche, si ça tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Ou pas du tout, c'est un cliché. Alors, avant ça, je pense que déjà, il y a oh là là, domotique, ça va coûter cher. Ça, c'est le premier réflexe. Or, il peut quand même y avoir des aides, et puis tout n'est pas forcément très cher. Il y a des dispositifs qui sont chers, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus accessibles. Maintenant, si la personne est accompagnée, ça peut aussi très bien se passer. C'est le lien social, toujours. Anne Bacland, on vient de dire, il y a aussi le coût de ce que ça peut être de placer quelqu'un. On sait qu'en 2018, le coût médian mensuel d'une chambre individuelle en EHPAD, c'est 1 977 € au Mérentais. On informe sur toutes les aides aussi. J'imagine il y a des aides, il faut s'informer là-dessus. Ça évite d'être placé peut-être. Alors le Mérentais et puis je dirais en premier lieu le département à travers les pôles autonomie territoriaux qui ont cette mission d'accompagner et de mettre en place aux côtés de la personne un plan d'aide en réunissant toutes les ressources possibles pour compléter les revenus de la personne. Donc je dirais que le Mérentais, bien sûr, connaît les dispositifs, mais c'est le département qui est vraiment chef de file dans les politiques qui sont mises en œuvre en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et puis les communes également, hein, c'est souvent la première porte d'entrée pour accéder à ces informations. Donc les CCAS sont tout à fait aussi informés et accompagnent les personnes à la mise en place de dossiers de demande de financement. Carole Poméon, depuis quelques temps, Habitat et Humanisme travaille avec l'association La Pierre Angulaire. Il y a un réseau d'EHPAD dans les Yvelines, il y en a un notamment à Versailles, c'est un pôle gérontologique, et on trouve un accueil de jour. C'est une autre offre pour trouver une autre solution encore? Oui, effectivement. Donc, La Pierre Angulaire fait partie du réseau d'Habitat Humanisme avec 40 EHPAD. Et donc, il y a tout cet enjeu aujourd'hui de développer des plateformes gérontologiques au niveau du territoire qui peuvent s'appuyer effectivement sur un EHPAD. Donc, c'est le cas de l'Épine à Versailles où on a un EHPAD avec 113 chambres pour résidents. Un accueil de jour Alzheimer. Il y a aussi un accompagnement pour personnes désorientées à domicile. Et effectivement, un service de soins infirmiers à domicile, etc. C'est vraiment aujourd'hui tout l'enjeu qu'on a autour de l'habitat, puisque nous, on est au démarrage un acteur de l'habitat, mais c'est d'arriver à développer ce genre d'expérience. Sur Versailles, c'est particulièrement innovant, puisque c'est une société coopérative à la fois publique et privée qui a été créée avec la mairie de Versailles et le CCAS de Versailles. Et c'est vrai que tout l'enjeu aujourd'hui au niveau du territoire, c'est d'arriver à avoir cette offre de services qui rassure les personnes âgées et qui accompagne évidemment celles qui sont dépendantes, mais qui peut aussi rassurer à travers une veille celles qui commencent à manifester des signes de fragilité. Donc, par exemple, en France, j'ai vu qu'il y avait des plateformes où il y avait aussi un soutien pour le maintien à domicile. Donc, je pense à ça par rapport à la domotique dont on parlait. On peut imaginer que sur ces plateformes, il y a aussi une visite pour vérifier que tout fonctionne bien, pour aider les personnes âgées à s'approprier les nouveaux outils numériques. Enfin, il y a beaucoup de choses à inventer et qui ne pourront se faire qu'à travers la coordination de tous les acteurs
impliqués sur ce sujet. On a parlé aussi de l'alimentation, du lien social. Il y a une notion qui, depuis 2017, permet aussi de limiter l'aggravation ou l'arrivée de pathologies, c'est le sport sur ordonnance. Et à Saint-Quentin, en Yvelines, c'est depuis avril 2018. Quel est le principe du sport sur ordonnance? C'est pas pour tout le monde. Alors, c'est réservé effectivement à un certain public. Donc, le dispositif sport santé sur ordonnance qui est développé à Saint-Quentin s'appuie sur la loi qui est parue donc en 2016 et qui permet la prescription par un médecin, prescription donc médicale, d'une activité physique adaptée comme moyen thérapeutique à part entière. C'est d'ailleurs reconnu par la Haute Autorité de Santé comme un moyen thérapeutique vraiment à part entière. Donc le dispositif qui est développé à Saint-Quentin, vous le disiez, depuis avril 2018, vient compléter des dispositifs qui sont déjà mis en place et va s'adresser à des personnes qui souffrent d'une ou de plusieurs affections de longue durée, qui ont de l'hypertension artérielle, qui ont un surpoids ou de l'obésité. Et puis, on le disait, puisque le lien social, vous le disiez, madame, est très important, ça va favoriser aussi la perte d'autonomie des personnes âgées, ça va limiter le risque de chute. Donc, c'est un dispositif vraiment global qui est destiné à l'ensemble de ces personnes et qui doit réduire, ou en tout cas réduire l'apparition ou l'aggravation des facteurs de risque liés aux maladies chroniques, mais ça va permettre aussi de réduire le stress, l'anxiété, de réduire peut-être des signes de dépression également. Le lien social étant un des facteurs effectivement de réduction de ces risques, aux côtés de l'activité physique qui, elle, est adaptée à la fois aux possibilités de la personne et à sa pathologie. Priscilla Lopez, on les a nommés vite fait tout à l'heure, mais grâce aussi à votre plateforme, vous êtes là pour les aidants, parce que derrière une personne en perte d'autonomie, il y a souvent une famille qui peut vite être dépassée. Oui, effectivement, il y a 11 millions d'aidants en France. La majorité sont des femmes, la majorité sont actives. Donc voilà, il y a véritablement un besoin d'accompagner ces personnes parce qu'elles sont, ils sont déjà très occupés, très pris par leur vie de tous les jours, et vient en plus s'ajouter cette période de stress, ce besoin d'être accompagné pour pouvoir trouver les bonnes solutions et pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Ils agissent à la fois dans les tâches quotidiennes, mais aussi pour trier les papiers, pour aller trouver des différentes solutions. Il y a des portes d'entrée qui s'ouvrent comme les communes, mais toutes les communes ne sont pas forcément dotées de CCAS ou de personnes qui ont toutes les informations. Et donc le but d'Odavi, c'est véritablement d'accompagner donc ces collectivités pour qu'ils puissent avoir une meilleure visibilité des opportunités qui s'offrent donc à ces familles, et derrière de pouvoir faire des enquêtes de satisfaction de manière régulière une fois qu'il y a une solution qui est mise en place, pour véritablement s'assurer du bon fonctionnement des solutions qui ont été mises en place. Carole Poméon, on a vu quelques solutions qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui, mais est-ce qu'à Habitat Humanisme, on réfléchit à d'autres idées, d'autres solutions? Les pistes justement sur lesquelles on travaille aujourd'hui sont celles que j'ai évoquées, qui sont de pas seulement travailler sur le logement, le lien social. C'est notre, on est bâtisseur de liens, c'est notre baseline, on va dire, mais c'est de mieux travailler avec tous les partenaires du territoire pour construire cette offre de services auprès de la personne âgée. Il y a aussi toute la question du bénévolat. Nous, on a 4300 bénévoles dans le mouvement. On est un mouvement de bénévoles. Et donc, il y a aussi toute la question de la formation de nos bénévoles sur ces sujets de la perte d'autonomie et du vieillissement, qu'il y ait plus de bénévoles aussi en EHPAD. C'est-à-dire que les personnes qui sont en EHPAD ont du mal à sortir pour des questions de mobilité. Et donc, c'est intéressant que ce soit la ville qui vienne à eux pour décloisonner les dispositifs. Donc, on a aussi une réflexion poussée dans ce domaine-là. Décloisonner, décloisonner et décloisonner. On l'aura bien compris, on va s'arrêter sur ces mots-là. Décloisonner, le lien social et surtout
Ne pas hésiter à se renseigner. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci à toutes les trois d'avoir été présentes ce soir. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet et notre application mobile. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.